La blessure est probablement l'adversaire le plus redoutable que tout sportif rencontrera au moins une fois dans sa vie. Le forfait d'Arthur Fils à Roland-Garros, pour la deuxième fois consécutive, nous rappelle cette cruelle réalité. Au-delà des conséquences physiques, une blessure, c'est aussi des conséquences psychologiques, mais aussi c'est des perturbations plus ou moins fortes au niveau de l'entourage du sportif, que ce soit son entraîneur, le staff en général, les parents pour les plus jeunes. Tous ces gens-là sont impactés par cette blessure et en retour, leur réaction impacte le sportif dans son vécu de la blessure et dans son rétablissement. C'est pour aborder ces questions que nous recevons aujourd'hui Stéphanie Gros, directrice de performance à la Fédération française de triathlon, Louis Lacoste, directeur de performance à la Fédération paralympique de taekwondo, et Simon Martin, conseiller haute performance à la Maison régionale de la performance d'Occitanie. Oui. Alors, merci à tous d'être là pour ce troisième focus des Mementos du CREF de Montpellier. Alors, pour commencer, je propose à Simon de nous faire un cadrage sur une définition de ce que c'est que la blessure et ses différentes variantes. Oui, bonjour à tous. Alors la blessure, il y a plusieurs définitions, mais celle sur laquelle on va s'accorder, elle est assez générale. C'est tout dommage, on va dire, tissulaire ou tout dysfonctionnement en fait par rapport à la façon habituelle et normale du corps de fonctionner et de s'entraîner. Et ça, c'est important de le dire, c'est indépendant du fait qu'il y ait un arrêt ou non de la pratique. Surtout à haut niveau, et c'est notre cas. On a beaucoup de blessures, on pourrait appeler ça des gènes, qui ne génère pas forcément un arrêt de la pratique avec plusieurs jours, voire plusieurs mois de, d'éloignement de l'entraînement et de la compétition. On a des gènes en fait qui persistent et qui n'entraînent pas forcément d'arrêt. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il va y avoir deux types de blessures. Les blessures qui arrivent à un instant T, on va les appeler blessures traumatiques. Donc ça va être par exemple une rupture des ligaments croisés, une entorse. Donc là, on situe clairement le moment où ça arrive. Et puis il y a toutes les autres blessures, plus de type chronique en fait, qui vont apparaître progressivement suite à la répétition en fait de micro-traumatismes. Ça peut être des tendinopathies, des aponeuroses, des pubalgies, qui vont s'installer dans le temps. Et qui sont fréquentes aussi. Et alors, si je peux aller sur en termes de statistiques, alors ça dépend un peu des sports. Par exemple, je peux donner un exemple dans le football ou en sport co, on dit environ une blessure tous les 100 heures de pratique. Donc là, c'est tout sportif confondu. Si je prends une équipe et que je cumule le temps d'entraînement et de match de mon équipe, on peut dire qu'à environ tous les 100 heures de pratique, il va y avoir une blessure. Mais si je regarde à un instant T, si je fais une photographie, donc prenons un groupe, on va dire l'ensemble des athlètes du CREPS ici à Montpellier, on peut dire grossièrement que sur mes, allez, on va dire 200 athlètes qui s'entraînent, il va y avoir en permanence, chaque semaine, si je prends des statistiques chaque semaine, on peut dire qu'il y en a un tiers qui vont être épargnés, un tiers qui vont être très fortement impactés avec une blessure qui les arrête, où ils ne peuvent pas pratiquer du tout, ou alors ils peuvent pratiquer mais de manière aménagée, et on va dire un dernier tiers avec des petites gênes qui les empêchent pas de s'entraîner. Et donc ça se répartit comme ça, donc ça touche énormément de monde. Et, et voilà, sur une saison, on peut dire qu'il y a plus de la moitié, on va dire autour de 60% minimum des athlètes qui vont être touchés d'une manière ou d'une autre par ces différents types de blessures. Ok, merci beaucoup, Simon. Stéphanie, est-ce que tu peux nous partager, toi, dans tes fonctions, comment la blessure a été présente de manière marquante? Moi, l'épisode le plus marquant que j'ai vécu, c'est une chute sur une course, donc sur la partie vélo, une chute à 4 mois des Jeux. Et donc un athlète qui avait validé le premier niveau de sélection pour les Jeux, donc qui était plutôt bien engagé vers une sélection pour les Jeux de Paris, qui a eu une fracture du scaphoïde. Donc là, il y a le moment où ça arrive et donc il y a le très court terme, comment on gère à très court terme, comment on gère à moyen terme et à plus long terme. Donc le très court terme, ça a été la prise en charge médicale, l'intervention chirurgicale, ça s'est fait de façon très rapide et ensuite il y a eu la période j'ai envie de dire, de la planification du temps de l'athlète, parce que c'est ça qui est toujours difficile pour l'athlète, c'est quand on se blesse, on a l'impression que
on est dans un espèce de tunnel et qu'il n'y a pas de lumière au bout. Donc, l'idée, ça a été de voir comment on allait organiser les semaines post-opératoires avec ce qu'ils pourraient faire. Et puis, comment on pourrait se projeter à l'échelle des mois qui nous séparaient des Jeux Olympiques sur une reprise sportive progressive et voilà, en se donnant toutes les chances d'arriver aux Jeux Olympiques dans les meilleures conditions, en tout cas avec le meilleur niveau sportif possible. Oui, et tu disais que c'était quelque chose qui, toi, t'avait marqué, parce que ça avait été difficile. Oui, bah, en fait, l'impact, il est quand même, enfin, ça éclabousse beaucoup de personnes. Donc, bah, le premier impacté, c'est l'athlète, il y a l'entraîneur. Moi, j'étais responsable du collectif olympique. On est un sport individuel, mais il y a aussi un relais mixte à Paris. Donc, potentiellement, c'était un athlète qui pouvait faire partie du relais mixte. Donc, ça a eu un impact sur toute l'équipe de France, en fait. Et donc, il a fallu gérer ça et le gérer de façon très objectif, j'ai envie de dire, pour moi, en tant que responsable de collectif, qui devait faire un retour à mon directeur technique national de l'évolution, sans mettre de pression à l'athlète, sans non plus mettre de pression à l'entraîneur, sur la vitesse à laquelle il fallait que les choses se passent voilà, post-intervention chirurgicale. Donc, c'est tout un écosystème autour de l'athlète qui est impacté, qui doit chacun à son niveau voilà, avoir une posture pour ne pas mettre les autres en stress et voilà, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est assez difficile. Moi, dans mon rôle, j'étais en relation directe avec l'entraîneur, mais j'avais le souci de me tenir informée de l'évolution des choses sans mettre de pression à l'entraîneur et surtout sans que l'athlète le sache. Voilà, moi j'avais dit à l'entraîneur que je ne poserais pas de questions à l'athlète, que je le laisserais faire son petit bout de chemin et que lui, ça serait mon interlocuteur privilégié, tout comme moi j'étais l'interlocutrice du DTN. Et donc voilà, en cascade, en fait, ça touche quand même beaucoup de personnes et il faut arriver à gérer tout ce système. Oui, et d'éviter de se retrouver à ce que tout le monde vienne voir l'athlète en lui disant, ah bah ça c'est ce qu'il y a de pire. Ouais, voilà, parce que je pense que la sérénité de l'environnement est quand même essentielle pour que l'athlète récupère. Et puis après, l'autre impact, c'est l'athlète arrive au jeu, a été sélectionné pour les Jeux Olympiques, alors qu'il y a eu cet épisode. Voilà, il y a l'histoire de la légitimité d'être au départ des Jeux Olympiques, sachant que il y avait beaucoup d'incertitudes sur la préparation de l'athlète, comment ça allait se passer, est-ce qu'il allait être vraiment voilà, dans l'état de forme dans lequel on l'attend pour une course comme les Jeux Olympiques. Donc ça n'a pas été une mince affaire. Ce que tu partages là, on parle d'une situation à très haute pression, hein, parce que quand même, les Jeux à Paris, c'était un événement où il y avait des attentes très, très, très marquées, pour la Fédé de triathlon en particulier, qui pouvait vraiment revenir avec de l'or. Donc, mais finalement, ce processus-là, ce que tu dis que tu as ressenti, on le voit à tout niveau. C'est-à-dire que ce fonctionnement de difficulté à rajouter le stress sur la personne qui est blessée, on va l'avoir vraiment à des petits niveaux régionaux où des fois on peut se retrouver à faire pression pour que la personne participe quand même à un championnat départemental. Enfin voilà, moi je trouve que on comprend qu'avec la pression de Paris c'est normal, mais finalement ce processus-là on l'observe un peu. Oui, bah, c'est sûr. En fait, l'athlète il a le souci que ça dure pas longtemps. Oui. Parce que voilà, ces situations, quand elles s'éternisent, ça le stresse. Souvent l'entraîneur aussi. Donc en fait, les deux sont vraiment en première ligne, j'ai envie de dire. Et nous, notre rôle et le rôle de toutes les personnes qui ont une position un peu plus méta, c'est d'arriver à faire relativiser, surtout ne pas griller les étapes, ne pas s'interdire d'avoir un plan B, le plan idéal de retour à l'activité, et un plan B où il y aura un aménagement. Et il vaut mieux prendre le temps et revenir vraiment guéri que griller des étapes. Nous, on l'a vu chez les jeunes qui grillent des étapes et post-fracture, et puis bon, voilà, patatras, ça repart, quoi. Et là, pour essayer de gagner quelques jours, on repère 5-6 semaines. Donc ça, c'est le côté très objectif, voilà, très pragmatique en fait. Souvent, c'est attention à vouloir gagner quelques jours, finalement, on risque de perdre des mois, voire des semaines. Simon pourra nous en reparler un peu plus tard. Louis, ce que raconte Stéphanie, ça te parle? Oui, évidemment. Donc, ça fait écho avec un exemple, ou en tout cas une situation rencontrée il y a quelques années, mais
avant les Jeux de Tokyo. Mais je voudrais parler un peu différent. Je vais rester plus dans mon actualité, en tout cas, par rapport à une blessure ou un cas, en tout cas, de blessure qui est notre actualité, en tout cas, de ces 6-7 derniers mois, avec une athlète paralympique, avec la particularité de l'athlète en situation de handicap et de la blessure. Donc, c'était une blessure quand même qui est arrivée 3 mois avant un championnat du monde prévu. Donc, le championnat du monde, on a su plus tard qu'il a été déplacé, donc ça nous a un peu aidé. Mais déjà, cette blessure-là, quand elle est posée, quand elle arrive sournoisement, et puis d'un coup, elle s'accélère. Donc, c'était plutôt une petite blessure un peu chronique qu'on avait plutôt bien maîtrisée, et d'un coup, elle s'est emballée. Mais elle s'est emballée au point que l'arrêt, il est prévu, elle n'a toujours pas repris. Enfin, elle a repris à peine l'entraînement là, il y a un mois, et la compétition, on va voir cet été. Donc, dans cette gestion-là, il y a la première des choses, c'est que l'athlète, quand ça a été annoncé, on a fait attention à bien l'annoncer, c'est-à-dire que nous, on parle avec l'ensemble du staff. Quand je dis l'ensemble du staff, c'est médical, évidemment les entraîneurs et moi. Et ensuite, on lui a annoncé d'une manière collégiale. C'est le médecin qui lui a annoncé, avec les discussions qu'on avait pu avoir sur le calendrier possible, pas possible. Et en fait, on a beaucoup insisté sur d'abord la priorité, c'est la santé de l'athlète. Voilà, le championnat du monde, il y en aura d'autres. On a plutôt sérénisé l'athlète comme ça. Le staff également, parce que ne pas participer à un championnat du monde avec une athlète qui est vice-championne paralympique, ça fait aussi peur aux entraîneurs. Ils perdent l'occasion peut-être encore de faire une médaille dans leur process, mais en fait, on est resté tranquille par rapport à ça. On a mis au centre de la santé de l'athlète d'abord, qui est d'abord toute jeune, elle a 20 ans. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a pris le temps de mettre un programme de rééducation possible, une prévision, en parallèle de notre plan d'entraînement, en la faisant venir régulièrement aux entraînements, non pas pour s'entraîner, et peut-être pour à l'extérieur, d'être à l'extérieur des séances, non pas coacher les copines, mais observer, voir les entraînements de l'extérieur. Pour elle, ça lui donne un regard aussi un peu plus, enfin, ça complète un petit peu sa façon de vivre les entraînements, et ça lui sert à elle d'ailleurs aujourd'hui. Et elle a aussi servi les sportifs en appuyant ce que pouvaient dire les coachs. Donc elle, on l'a quand même intégré dans un plan de route qui était très individuel sur on va dire les soins d'abord, très long, et ensuite, en parallèle de ça, la maintenir avec nous dans la relation, évidemment, la présence physique avec nous, la relation, évidemment, à discuter, à lui demander son avis sur ce qu'elle voyait de ses copines, et qui devait lui servir aussi sans s'en rendre compte, je pense. Voilà. Donc, on a fait attention d'abord à l'annonce, une annonce collégiale et bien qui pouvait pas être, comment dire, il ne pouvait pas y avoir de confusion parce qu'il y en a un qui va parler un moment, puis un autre, même discours au même moment de tout le monde. Un plan qui est construit là aussi par les entraîneurs, enfin tout le staff, on va dire technique et médical. Et après, la relation continue. Bon, on a la chance d'être à l'INSEP aussi en permanence. Elle se fait soigner à l'INSEP, tout est à l'INSEP, donc elle pouvait venir aux entraînements, pas à tous, quand elle voulait. À des moments, on lui disait à cet entraînement, on aimerait que tu sois là pour ça. Et donc, en fait, elle a joué le jeu, donc elle était intégrée aussi en tant que personne, plus en tant qu'athlète à l'entraînement, mais en tant qu'athlète qui regarde les copies. Oui, donc elle reste dans l'équipe. Elle reste dans l'équipe, voilà. Merci. Elle reste dans l'équipe, mais elle reste dans la dynamique de l'équipe surtout. Oui, c'est très important. Ouais. Oui, parce que finalement, elle garde le maillot, ça c'est sûr, mais elle fait quelque chose. Ouais. Okay. Merci Louis. On reviendra sur les préconisations, sur les bonnes pratiques que vous repérez et qui sont pertinentes à utiliser. Simon, est-ce que tu veux bien nous parler plus globalement de l'impact des blessures, donc sur l'athlète, sur l'environnement? Ouais, alors déjà, ce qui ressort de ces deux exemples, je trouve, c'est que l'athlète n'est pas seul face à sa blessure, et c'est pas le seul ou la seule à être impacté. Donc il y a tout l'environnement qui est touché. Bien évidemment, ça reste la première personne touchée. Donc il y a plusieurs phases suite à une blessure. Donc il va y avoir plusieurs effets avec souvent des émotions négatives. Donc ça peut être la colère, ça peut être le fait de devoir faire en quelque sorte le deuil de les compétitions qu'on a ratées, les sélections, etc. Un championnat. Donc ça c'est un premier effet, on va dire, au niveau affectif. Après, il y a tout ce qui est sentiment de perte de contrôle aussi. Donc on avait jusque-là peut-être une vision assez claire avec un calendrier de compétition, des entraînements, etc. Et là, tout d'un coup, le chemin il devient un peu plus flou, à court terme, mais peut-être aussi à plus long terme, suivant la sévérité de la blessure. Et puis, comme tu l'as bien dit, il y a la déconnexion avec le groupe.
donc le côté social aussi qui va être impacté. Et justement, l'entraîneur et tout l'environnement va avoir un rôle clé à jouer parce que ce sont tous ces facteurs que j'ai nommés, ce sont aussi les facteurs qui vont être clés dans la qualité de la rééducation et du retour à la pratique. Donc à blessure égale, selon la manière dont l'environnement va pouvoir bien prendre en compte ces différents facteurs psychosociaux, on va les appeler, l'athlète aura plus ou moins de chances de revenir déjà assez tôt à son niveau de compétition et aussi avec moins de chances de se reblesser. Donc, pour revenir sur ces différents facteurs, il va y avoir le soutien, on va dire, émotionnel, tout simplement. Donc là, ça va concerner l'entraîneur. Donc, ça va être de l'écoute, du non-jugement, de l'empathie. Ne pas donner l'impression à l'athlète que parce que il va rater la prochaine échéance, on va le mettre sur le côté. Donc, ça peut être aussi le rôle de personnes autour, même la famille, les parents, s'il y a des parents qui nous écoutent. Donc, sans forcément rentrer dans du technique, du quel type de blessure, c'est juste d'être à l'écoute. L'autre facteur sur lequel l'entraîneur va pouvoir jouer ou le staff, c'est fixer des objectifs. Alors certes, on n'est plus dans un objectif de compétition, mais peut-être de rééducation avec des étapes clés, un process clé avec une clarification des rôles entre les différents membres du staff, préparateur physique, kiné, médecin, etc. Donc ça, c'est très important. Et je crois que Stéphanie l'a évoqué, c'est surtout le sentiment d'autonomie qu'il faut laisser à l'athlète. C'est-à-dire surtout pas rajouter du stress au stress en disant voilà, il y a assez de pression comme ça. Si on donne le sentiment à l'athlète qu'il doit revenir ou elle doit revenir vite à la pratique parce que l'équipe a besoin de lui ou d'elle, là c'est vraiment un facteur déterminant qui peut amener à des rechutes de blessures ou à augmenter le stress et justement on veut le diminuer pour revenir plus vite et en bonne santé. Et le dernier point, comme tu l'as bien évoqué aussi, c'est le côté social. Donc donner le sentiment à l'athlète qu'il ou elle est encore connecté au groupe, qu'on est toujours engagé dans le même projet. Donc voilà, ça ce sont 3 facteurs sur lesquels le staff et l'entraîneur peuvent jouer concrètement pour favoriser le retour à la pratique dans de bonnes conditions. Et après, on y reviendra peut-être, il y a aussi l'impact que ça génère sur l'entraîneur en tant que tel. Oui, et ce côté-là est important parce que souvent, si les personnes n'ont pas forcément la meilleure réaction, c'est justement parce que émotionnellement, ils sont en train de vivre un truc qui leur est difficile et qu'ils ont du mal à le gérer. Quand on voit certains entraîneurs qui vont parfois même sans le vouloir mettre la pression sur l'athlète, là on voit bien que c'est une limite qu'ils rencontrent eux, c'est-à-dire que rationnellement, objectivement, ils seraient d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais dans leur vécu et dans la situation telle qu'elle est, ils ont beaucoup de mal à le mettre en place. Oui. Donc oui, on peut parler de ça, comment le vit l'entraîneur et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour lui aussi. Alors ça, c'est une question intéressante à laquelle justement peu de personnes, bizarrement, se sont intéressées. Je parle scientifiquement. Oui. On a assez peu de recul sur comment l'entraîneur vit cette situation de blessure. Il y a quelques données, par exemple, sur la santé mentale des entraîneurs, où on sait que entraîneur, c'est un métier, c'est du H24 pendant presque tous les jours de l'année. Donc, il y a beaucoup de stress sportif avec les enjeux de résultats. Il y a le stress qui vient d'en haut, on va dire, avec la fédération, le DTN, l'attente de résultats. Et puis, il y a tout le stress qui vient, entre guillemets, d'en bas, on va dire, avec la gestion des athlètes, les sélections, etc. Et la blessure, elle vient comme un élément, on va dire, relativement imprévisible. Et il y a, par exemple, une étude très récente sur les entraîneurs olympiques en Norvège qui montrait que ce sentiment d'imprévisibilité dont la blessure fait partie, c'est ce qui est le plus lié au risque de burn-out chez les entraîneurs. Donc, c'est ce sentiment d'un coup d'avoir quelque chose à gérer qui n'était pas prévu. Et il y a peut-être pas assez de temps, justement, de marge de manœuvre, on va dire, pour les entraîneurs pour faire face à cette imprévisibilité. Donc, on gère un collectif, on a une vision assez claire de comment les amener vers une échéance. Et d'un coup, il y a un cas complètement différent à gérer en parallèle du groupe. Et donc, ça rajoute aussi une charge de travail. Et donc, ça, c'est assez peu pris en compte. Et donc, ce serait intéressant de l'étudier un peu plus pour voir quelles sont les pistes concrètes qui pourraient être apportées, quoi. De manière globale, l'équilibre de l'entraîneur, c'est pas tout encore vraiment un sujet. Ça commence, on commence. Et à Montpellier, vous faites des choses là-dessus, à la MRP, mais ça commence juste. Vous rebondissez peut-être, Stéphanie? Oui. Je pense effectivement que autant l'athlète peut se sentir, enfin, en tout cas, on essaye de veiller à ce que l'athlète ne soit pas isolé face à la blessure, mais l'isolement de l'entraîneur, c'est aussi un sujet. Et là, il y a
et effectivement, il y a un accompagnement à mettre en place. Déjà, je pense que la relation avec le médical et la proximité avec le médical qui va prendre en charge l'athlète, ça peut être un bon relais pour l'entraîneur, à la fois pour l'aiguiller, le tenir au courant de comment ça se passe et collaborer à ce que pourrait être le plan de retour de l'athlète à l'activité. Et effectivement, ça lui permettrait aussi de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation et pour ne pas non plus chercher à brûler des étapes, à chercher à se rassurer en fait. Parce que voilà, ce qu'on voit chez l'athlète se voit aussi chez l'entraîneur. Quand on est entraîneur, on a le souci d'optimiser le temps, d'être sûr qu'on on met l'athlète sur les bons rails et que ça va bien se passer malgré tout, quoi. Et c'est là où des personnes un petit peu extérieures à tout ça sont toujours les bienvenues pour essayer de proposer des choses. Et rien que les échanges peuvent permettre à l'entraîneur de prendre un peu de hauteur et d'avoir une petite bouffée d'oxygène pour mieux réfléchir et mieux appréhender la situation parfois. Oui, et le travail aussi collectif du type lab de la perf, en tout cas en co-développement, c'est très vertueux dans ces situations-là également, mais c'est pas très pratiqué. Oui, exactement, c'est vrai. C'est un vrai sujet parce que c'est vrai que c'est redondant, mais je trouve que ça progresse déjà dans la proximité avec le médical maintenant. Voilà, quand les athlètes sont pris en charge, en général, il y a une proximité qui se met en place avec l'entraîneur pour l'accompagner le mieux possible et puis éviter cet isolement. Alors, d'autant plus quand l'entraîneur a une équipe à gérer ou souvent d'autres athlètes, même dans les sports individuels, les entraîneurs en général n'ont pas qu'un athlète à entraîner, donc il faut quand même rester disponible pour le groupe. Et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, quoi, que ça ne transpire pas sur tout le groupe non plus. Oui, Louis, oui. Cette question. Je rebondis sur ce que vient de dire Stéphanie sur l'importance de la relation permanente du staff en général, que ce soit les entraîneurs, s'il y en a un ou s'il y en a deux, il y en a peut-être plusieurs, il y a un directeur d'équipe aussi souvent. Et le médical, avec un kiné qui est souvent là, il y a un préparateur physique qui doit faire le lien avec le médical. Bon, pour le cas de la blessure, que j'ai cité tout à l'heure, on a aussi un préparateur mental. Et en fait, tous les mois, on s'est fait des réunions, tous, chacun à nos postes. Alors nous, les entraîneurs, on va dire qu'on était en attente pendant 3 mois, c'était quasiment que du médical. Mais on donnait aussi notre avis, on posait des questions et le médical nous répondait. Donc là-dessus, on croisait en permanence. On se disait, bon, on est bien dans notre plan de route, les fameuses étapes qu'on avait fixées de manière prévisionnelle, comme tout plan de route d'ailleurs, avec l'imprévisibilité qui est permanente et on le sait. Donc quand on l'a accepté, c'est quand même plus facile, que ce soit du point de vue de la blessure ou autre. Et après, le plan prévisionnel avec chaque étape, et à chaque étape, on faisait un point de nous, et après avec la tête aussi. Donc ça veut dire c'est bon, on est sur le bon plan, on n'accélère pas maintenant, voilà. Bon. Et ça, je pense, ça a rassuré aussi tout le monde, l'athlète évidemment, mais parce que on parle des entraîneurs, on est dans le challenge, on veut absolument aller dans une compétition, un championnat du monde, on ne peut pas le rater, si on s'écoute. En fait, bien sûr qu'on peut la rater, c'est la santé qu'on ne doit pas rater, c'est pour ça qu'on l'a bien posé au centre. Et le reste, les championnats du monde, il y en a tous les ans, tous les 2 ans, il y a d'autres compétitions, c'est pas un problème en fait. Donc quand on a mis ça au centre, c'est bien. Et après, on a les kinés qui se challengent aussi, parce qu'un kiné qui dit, puis moi, je me paraît importante dans son plan de reprise, il ne veut pas griller forcément des étapes, mais le fait de discuter entre nous, systématiquement, on a régulé, systématiquement, quand il y a un qui voulait un peu accélérer, attends un petit peu, on est là, on est sûr, il y avait la tête, et tout doucement, en fait, on était régulièrement en contact pour que la reprise se fasse plus ou moins, du mieux possible selon nous, et avec les informations croisées, au même moment, au même endroit. Je pense que pour moi, ça, c'est une clé importante dans le chemin de reprise, de rééducation, de soins, de la tête et de la reprise au final. Voilà. Donc cette relation permanente avec, pas que l'entraîneur tout seul avec la tête, ça je pense c'est une vraie erreur, mais avec le médical, avec un peu tous, pour prendre des avis un peu et prendre du recul, justement, comme tu disais, pour ne pas mener du stress au stress de la tête. Et après, le rôle de la tête aussi, il est hyper important, de prendre OK, je vous écoute, je vous fais confiance, le plan de route que je propose, elle du coup, elle y est rentrée, mais alors, elle dit OK, elle a raté un championnat du monde, toute jeune, elle a une maturité énorme, donc son rôle, il est hyper important. Donc, elle a été sérénisée, mais elle nous a sérénisé aussi par le fait je prends le truc, OK, puis elle a vraiment fait toutes les étapes, mais alors, top, bon.
il y a aussi la part de la tête qui joue, mais on a essayé beaucoup de s'organiser, mais elle nous a sérénisé aussi parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui veulent non, moi je veux le faire, non, il faut calmer, ça crée des tensions. Bon, ben là, tout s'est plutôt bien passé. C'est pas toujours le cas. Moi, je voulais rebondir plusieurs choses. Ce que tu viens de dire à la toute fin, c'est-à-dire parfois c'est l'athlète lui-même qui devient à nouveau un peu stressant parce que je veux reprendre plus vite, je vais peut-être zapper des étapes. On a même des études plutôt en sociologie, par exemple dans le cadre du football ou en sport co, où ça montre qu'il y a des pratiques ils appellent ça de dealing en direct entre, par exemple, l'athlète et le kiné, où ils vont garder ça secret entre eux. Allez, je te mets un petit strap et tu vas pouvoir jouer ce week-end. Et on dit à l'athlète qu'il y a un feu vert alors qu'on est dans une zone un peu grise. Donc ça crée des brèches et qu'il faut éviter parce que ça veut dire que tu n'es pas vraiment aligné. Et comme dans toute relation entraîneur-entraîné, on sait que être aligné sur des objectifs, sur une philosophie, ça c'est aussi un deuxième point, c'est que en fait la philosophie dans laquelle on s'entraîne, elle soit partagée. Donc on parle de court terme versus long terme. Est-ce qu'on est si on entraîne des jeunes par exemple, on n'est pas forcément d'en faire des champions du monde cadets là tout de suite, on veut développer des athlètes qui sont en bonne santé sur le long terme. Donc, que tout le monde soit bien raccord avec ça, que toutes les décisions soient prises en accord avec ses valeurs, cette philosophie. Pour ça, il faut peut-être un peu de temps quand même pour le réfléchir, le penser. C'est souvent ce qui manque aux entraîneurs, au staff. Donc ça, c'est un point important. Puis après, il y a des outils très concrets qui existent. Donc au même titre qu'on va faire un monitoring, par exemple, de la charge d'entraînement quand tout va bien, bah ok, l'athlète est blessé, bah c'est pas grave, on va mettre le même investissement dans le cheminement et il existe des outils, par exemple, que ce soit sur l'aspect physique ou psychologique, avec des questionnaires sur est-ce que l'athlète, certes, il valide par exemple des étapes d'un point de vue physique que le médecin va valider, mais avec le psy, le préparateur mental, est-ce qu'on valide le côté psychologique qui fait que je peux passer à l'étape suivante et voilà, faire, comme tu l'as dit dans ton exemple, des points d'étape avec tout le monde à des moments clés pour sentir qu'on avance ensemble dans la même direction. Donc il y a des outils qui existent, bah, il faut s'en saisir quand il y a blessure, au même titre que ce qui se passe dans la saison régulière. Ce qu'on sent là dans tout ce que vous racontez, c'est quand même cette question de se dire bon, il y a une blessure, donc on met en place un process, quelque chose, quoi. Enfin, on structure, voilà. C'est pas juste un truc qu'on voulait éviter qui arrive et qu'on laisse à la marge et on laisse le médical gérer finalement la reprise, point. Mais tout le monde prend en charge cette question et l'intègre dans son fonctionnement. Ouais, c'est ça. Bah, l'idée, c'est de pas la subir. Ouais. Alors autant sur le moment, là, à l'instant T, on le subit un peu, mais après très vite, il faut effectivement renvoyer l'idée qu'on organise les choses, qu'on on continue d'avancer. Je pense que ça, pour l'athlète, c'est quand même important, qu'ils sentent que voilà, les choses sont aménagées, réorganisées et que ça va avancer. Des fois, des blessures peuvent aussi être l'occasion de travailler d'autres choses qu'on n'a pas le temps de travailler d'habitude et finalement ça peut être un mal pour un bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont il faut être capable de se saisir et se poser, voilà, comme le disait Louis tout à l'heure, être capable de se poser, réfléchir à plusieurs. On est souvent meilleur quand on réfléchit à plusieurs et pour proposer quelque chose à l'athlète qui lui permette, malgré la situation, de continuer d'avancer. Oui, le fait de se reprojeter dans quelque chose, d'avoir des objectifs, d'avoir une structuration, c'est essentiel. C'est ça. Ouais, c'est sûr. On arrive au bout, alors est-ce que chacun, vous voulez me donner un mot de la fin, une idée avec laquelle les gens repartent? Ouais, bah, le truc pour moi le plus important, c'est le à plusieurs, qui est l'athlète de toute façon, le plusieurs, il va les rencontrer, le kiné, le médecin, l'entraîneur, le parent. Donc à un moment donné, si ce plusieurs, ils se rassemblent régulièrement pour échanger autour et avoir à peu près une démarche alignée, la tête, ça, il le sent. Et il n'y a pas de brèche possible, ou en tout cas, il sent qu'ils sont sérieux tous autour de moi, ils sont en lien, il n'y a pas une option B, une option A ou un autre, il n'y a pas de dispersion possible. Et ça, moi, je pense, c'est hyper important pour, évidemment, le timing, mais surtout pour la sérénité de la tête dans un moment qui, pour lui, est un peu... on discutait avant la réunion, hein, c'est le flou, la blessure, on ne sait pas ce qui va se passer. On était tellement fixé sur un plan idéal que d'un coup, c'est flou, voire c'est noir. Et donc, du coup, je pense que la sérénité vers la tête, c'est hyper important, quoi. Que nous, on la porte. C'est à nous de la porter, staff, entraîneur et autres.
Ouais, je te rejoins, même l'anticiper, on l'a dit en introduction, statistiquement, on peut prévenir les blessures, on n'était plus sur ce qui se passe après la blessure, mais on peut aussi les prévenir, mais il y en aura toujours malheureusement, donc on peut déjà partir du principe que ça va arriver et anticiper, est-ce qu'on est bien aligné en amont, et le jour où ça arrive, gagner en sérénité, gagner des étapes. Et en ce qui me concerne, les deux choses à retenir, c'est certes, la blessure va impacter l'athlète en premier lieu, mais pas que. Donc, l'entraîneur, tout l'environnement va avoir un rôle clé à jouer pour favoriser le retour à la pratique dans de bonnes conditions de l'athlète. Et inversement, l'entourage va être impacté aussi. Donc, il faut s'y préparer. Par exemple, en termes de récupération, le Krebs, on a travaillé là-dessus l'an dernier. La récupération des staffs, comme l'a dit Stéphanie, penser à des espaces où on va pouvoir discuter de tout ça avec des pairs, comme les labs de la perf qu'on met en place ici, avec des entraîneurs d'autres disciplines, partager c'est une situation stressante, gérer des blessures, penser à sa propre récupération à soi pour avoir les idées au clair et prendre des bonnes décisions. Voilà. En tout cas, ne pas négliger l'impact stressant de la blessure aussi pour l'entraîneur et pour l'entourage. Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est très important, c'est ne surtout pas isoler. Et si effectivement un athlète blessé aura peur d'être mis de côté, s'il sait qu'il y a un groupe de personnes qui réfléchit, si l'entraîneur sait qu'il est accompagné, pour moi, c'est la clé, quoi. C'est de cette façon-là que ça se passera le mieux possible et que ça laissera le moins de séquelles à tout le monde. Oui, et on peut dire aussi que donner une place symbolique à la personne au sein de l'équipe, comme ils l'ont fait, ce qu'a raconté Louis, je pense que ça va dans ce sens-là aussi. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est important. C'est très important. Et une autre conséquence de tout ça, pour conclure, c'est que ça va pouvoir préserver, voire favoriser la relation entraîneur-athlète. En fait, la blessure peut être une situation qui va peut-être fragiliser cette relation. Si on l'a bien pensé en amont, la manière de la gérer, ça va pouvoir permettre de préserver cette relation, voire d'en sortir renforcée et dans un scénario plutôt positif, d'être résilient dans cette relation pour performer encore mieux à l'avenir. Tout à fait. C'est un très beau mot de la fin. Merci. On va passer au temps des questions. Pierre Salamé. Alors déjà, une réflexion de Serge qui revient sur le fait que en fait, l'organisation du contexte, alors dans les grands staffs, préparation olympique, mais c'est souvent à l'entraîneur d'organiser le contexte et d'aligner tout le monde. Donc il revient, c'est pas une question, mais c'est dire que dans les petites structures, alors lui-même est impacté, bien entendu, vous l'avez bien dit, mais c'est aussi lui à organiser le contexte et à aligner toutes les planètes, calmer certains, et puis peut-être organiser, comme vous l'avez dit, une réunion avec le petit staff qu'il y a autour, mais en tout cas, c'est l'entraîneur souvent qui doit prendre en charge cet alignement et faire baisser les tensions. Voilà, donc une bonne remarque de Serge. Merci. Une remarque, non, une question d'Olivier qui dit à la reprise, est-ce que vous avez déjà été confronté à des blocages de l'athlète dans sa réhabilitation? Tu en as parlé un peu, Stéphanie, quand tu parlais, est-ce que je mérite d'aller au jeu, même si j'ai récupéré est-ce que vous avez juste une petite réflexion sur ce type de blocage et comment vous y avez fait face? Effectivement, l'accompagnement psychologique, il est aussi important dans ces moments-là. Surtout quand il y a l'idée d'une sélection à quelque niveau que ce soit. Voilà, on est choisi malgré la blessure pour aller sur une course. Faut être capable de l'assumer entre guillemets, être à l'aise avec sa légitimité. Et là, je pense qu'il faut se rapprocher de personnes compétentes pour gérer ça. Le piège, pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur, c'est de croire qu'en tant qu'entraîneur, on peut tout gérer. Et c'est vraiment dans ces moments-là, les moments où il y a une blessure, qu'il ne faut pas hésiter à... Certes, on est au cœur, donc c'est à nous d'organiser, mais il ne faut pas hésiter à solliciter des gens autour pour déléguer certaines choses, se soulager de certaines choses et garder un peu cette position où on garde un peu de hauteur pour ne pas tomber trop dans l'émotion et après prendre des mauvaises décisions. Je pense que il faut vraiment pas hésiter à déléguer. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Donc, pour cette partie-là, je ferai appel à quelqu'un de compétent sur la partie psychologique pour accompagner l'athlète. Oui, parce que là, tu parles d'une situation où il y a une pression, il y a l'histoire des sélections. Est-ce que
à nouveau, c'est des pressions particulières et une situation assez particulière, mais quand même, ce qui est assez fréquent après une blessure, c'est le fait de ne pas avoir confiance dans son corps et avoir vraiment des craintes pour revenir. Bon, exemple typique en rugby, c'est tellement courant de repartir en se sentant pas solide et en se disant, ben, je vais éviter les chocs, quoi. Enfin, j'ai peur des chocs, je veux pas y aller. Et ça, c'est quand même fréquent. Et effectivement, c'est un problème. Donc, je sais pas qui, entre Simon, oui, qui reprend là-dessus. Si, des exemples de blocage, en tout cas, c'est une espèce de crainte sur est-ce que la blessure va revenir ou est-ce que ça va tenir, donc comment on relance. Et je pense que dans tous les cas, que ce soit à très haut niveau avec les sélections, pas les sélections, les jeux qui arrivent, bon, les jeux c'est toujours particulier, ça se discute toujours parce qu'il n'y en a quand même pas tous les ans, mais je pense quand même que il faut le blocage, il faut être accompagné, certainement. Tout à l'heure, je parlais du préparateur mental, nous, dans le staff, qui, tout le long de la rééducation, de la remise en route, est en discussion avec, enfin, normal, quoi, avec le sportif, mais au lieu de parler perf immédiate, on est plutôt sur la perf de la rééducation. C'est une perf que de se remettre en route. Et après, le blocage, c'est ben, on prend le temps. Tant pis si le plan qui est prévu, ben, on doit le repousser. On prend le temps et on laisse on met au moins une ambiance où le sportif nous dit ben, prends ton temps, ça t'arrive pas à le faire, ben, on fait un peu autre chose, on fait un peu autre chose, et tout doucement on y arrive comme ça. En tout cas, l'idée, c'est sûrement pas de c'est bon, on peut reprendre, ce week-end il y a une compète, tu y vas, quoi. Voilà, une pression de dingue d'entrée. Donc il y a quand même un timing de retour non en dehors du tapis, c'est déjà un entraînement régulier, un entraînement un peu plus intensif. Enfin, il y a quand même des étapes, il faut les anticiper et pas dire de suite c'est bon. Côté médical, c'est réglé. On reprend le tapis pleine balle et c'est parti, quoi. Parce que je pense qu'il faut, là encore, ça doit partir du sportif et de ses sensations et que les blocages, s'il y a des gros blocages, bon, ben, ok, il y a un professionnel. Après, sur le terrain, on se connaît, on discute et tout doucement, on arrive à augmenter ou diminuer, ajuster ou la charge ou l'exercice ou la durée ou l'intensité de manière à ce qu'ils reprennent conscience peut-être autour de la blessure et pas forcément de faire tout ce qui... Enfin, parfois, on peut faire beaucoup de choses sans que la blessure soit hyper sollicitée, si c'est le genou ou autre, et tout doucement revenir un petit peu dans une dynamique de préparation régulière. Et après, finalement, on va dire, j'aime pas le mot optimal, mais je veux le optimal. Voilà. Et justement, on parlait d'étapes dans la reprise. On sait que souvent, il y a un rebond d'émotions négatives au moment du retour vraiment à la compétition. Où là, par exemple, toi, dans un sport de contact, tu vas reprendre les contacts. Donc là, on peut s'attendre à nouveau un peu à un manque de confiance. Bah, en triathlon, pareil, tu vas devoir frotter un peu à vélo. Donc là, on peut s'attendre à ce rebond un peu d'émotions négatives, de manque de confiance en ses capacités. Et justement, ce facteur-là, il est déterminant dans la capacité de l'athlète à revenir vraiment à son 100%. Et là, par rapport à ça, il y a des outils qui peuvent même être mis en place. On a, par exemple, l'imagerie mentale, le fait de travailler. On a acquis récemment au Krebs un casque de réalité virtuelle qui va permettre de remettre un peu de prise d'information, etc., d'amener l'athlète à se décentrer de sa zone. Souvent, on est surfocalisé sur sa zone blessée. On fait que y penser et du coup, on met pas le même engagement par rapport à tout ce qui peut être environnement autour. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre de progressivement à l'athlète de se décentrer de cette zone-là, de s'engager à 100% physiquement parce que souvent on a un frein. Et du coup, en fait, on va revenir à 97% assez facilement, entre guillemets, mais on va jamais vraiment s'engager pour récupérer les 3% qui manquent. Donc le fait de travailler avec différents outils en préparation mentale va permettre de se décentrer un petit peu et de gagner progressivement en confiance. Et après, on peut mesurer ça avec d'autres outils pour valider que vraiment on est prêt à reprendre, quoi. Alors justement, Serge, en même temps que tu évoquais la confiance, dit c'est un moment crucial pour un travail, alors soit avec l'entraîneur, soit avec le préparateur mental ou le psychologue, pour réacquérir, on va dire, cette confiance en soi qui des fois était cornée, quoi. Et bon, voilà, il évoquait juste ça. Mais je vais venir sur un sport qui a été évoqué, je crois, mais c'est Sébastien qui approche pour le rugby. Qui évoque deux champs. Premier champ, on l'a déjà évoqué, c'est il remarque que dans cette activité, il y a très peu de réunions collégiales que vous avez évoquées.
pour des raisons X. Voilà, mais bon, on va pas revenir dessus. En revanche, de par cette activité, et on retrouve ça dans les sports collectifs, où il évoque le fait, alors soit parce que le rugby il parle de virilité et que le fait de dire qu'on est blessé, eh bien, on devient moins viril, mais aussi il évoque le fait que des fois, il vaut mieux se taire sa blessure pour ne plus être sur le banc ou ne plus être sur la feuille de match. Et donc, c'est propre quand même au sport co, mais pas que. Est-ce que vous avez déjà été confronté à l'athlète qui cache sa blessure et bien, on sait très bien l'impact que ça a derrière. Je crois que la question de cacher sa blessure, c'est vraiment quelque chose qui arrive dans tous les sports, même les sports individuels, même les sports très féminins. On va avoir exactement le même type de comportement. C'est quelque chose qui est très classique. Qui prend la parole là-dessus, Simon? Ouais, Oui. je peux. Ouais, là, c'est un aspect qu'on a peut-être moins évoqué. On a évoqué l'aspect social de la blessure. Là, c'est l'aspect, on va dire, les normes, c'est presque culturel. Donc, ça peut dépendre aussi des pays. Mais je rejoins Julie, en sport individuel, il y a par exemple des données sur la gymnastique rythmique dans différents pays. Par exemple, On retrouve cette culture qui glorifie un peu l'athlète qui accepte la douleur, etc. Ou qui va masquer sa douleur. On a aussi des cas d'entraîneurs alors il peut y en avoir, qui favorisent cette culture-là. Tu as mal, mais tu continues. Mais on a beaucoup de cas aussi d'entraîneurs qui aimeraient avoir l'information plus tôt. Par exemple, dans le cas on prend une fracture de stress, ça apparaît d'un coup, mais il y a des étapes avant. Et souvent, l'entraîneur, il découvre ça au moment où c'est trop tard. Et là, c'est l'athlète lui-même ou elle-même qui a pas voulu parler. Et ça, c'est toute une culture qui va favoriser ça. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de déconstruire. Par exemple, ici au Krebs, on a fait plusieurs interventions avec les jeunes, même les jeunes entrants au Krebs, lors de un des premiers jours où ils étaient ici, au mois de septembre, pour essayer de déconstruire un peu ces a priori en disant, voilà, on est là pour votre progression à long terme. On s'en fiche si vous ratez le match de ce week-end en sélection U15. Nous, on veut que vous soyez performants sur le long terme et en bonne santé. Et les deux vont de pair. Donc, c'est voilà, montrer qu'on met en place cette culture et que voilà, tout le monde doit être aligné avec ça et qu'il n'y a pas d'urgence à gérer cette situation à très court terme en voyant que le court terme. Mais chez les jeunes, ça reste quelque chose de compliqué parce que finalement, ce qui est valorisé, c'est quand même l'effort. Alors, pas cacher sa douleur, mais aller au-dessus si c'est une douleur simplement de fatigue. Donc, tout ça, c'est quand même dit. Enfin, on s'arrête pas. On n'arrête pas l'entraînement pour rien. Il faut avoir de bonnes raisons. Donc, tout ça, c'est dit. Et pour les jeunes, c'est pas évident de comprendre jusqu'où, en fait. Oui, d'accord, il faut prendre sur soi, faire des efforts, mais non, pas quand on a une douleur qui est dangereuse, est extrêmement dangereuse. Et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment ce côté, je ne l'ai pas dit parce que je pensais que c'était pas important et que de toute façon, on n'allait pas l'entendre. C'est pour ça que si on avait un premier conseil, c'est dans le doute, dites-le. En fait, on a une étude qui vient de se terminer là avec un des pôles ici au Krebs sur l'aspect relation entraîneur-entraîné, capacité à prélever des signaux. Il y a souvent des signaux d'alerte. Donc, c'est une éducation à avoir, de ne pas attendre d'être blessé 3 fois, d'avoir raté 3 échéances importantes pour après, parce que c'est souvent le scénario qu'on retrouve, apprendre et de ses erreurs. Mais dès les plus jeunes, on a essayé là de mettre une petite étude en place pour se dire que voilà, chacun a un peu ses signaux d'alerte. Quand je suis fatigué, quand je suis moins disponible à m'entraîner, voilà, pour même éviter la blessure. Ces signaux-là, il faut individuellement apprendre à les détecter et puis à les partager. En tant qu'entraîneur, créer des espaces de communication en début de séance, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites gênes? Comment ça va aujourd'hui? Regarder comment les attitudes des uns et des autres. Et voilà, c'est pas parce que tu vas me dire que tu as une petite gêne aujourd'hui, un petit doute, qu'on va pas faire la séance. Ça, c'est ce qu'ont peur les athlètes, c'est de rater la séance, en fait. Donc, de montrer que, OK, je prends l'information, on verra comment ça évolue, mais déjà de le dire, c'est une très grosse étape de fait. Et après, on va pouvoir ajuster ensemble. Et ça se voit pas que chez les jeunes, hein. Chez les athlètes de très haut niveau, c'est un peu pareil. Et moi, dernièrement, j'ai un peu interpellé les kinés, les thérapeutes, qui sont en première ligne et qui sont souvent les premiers au courant. Et souvent, ils sont même au courant avant les entraîneurs. Donc, il y a quand même, enfin,
il y a le secret médical, certes, mais c'est vrai que là, il y a une vraie question à se poser sur quel est leur rôle au moment des soins avec les athlètes quand ils leur parlent d'une gêne. Alors, comme je leur disais, souvent, quand ils vous parlent d'une gêne, c'est déjà plus une gêne. Parce que quand il y a une gêne, ils vous en parlent pas. Voilà. Et l'athlète va toujours avoir tendance à minimiser parce qu'il n'a pas envie de s'arrêter, parce que malgré tout, comme il s'entraîne régulièrement, des douleurs, on en a, voilà, ils en ont tous les jours. Donc voilà, à partir de quel moment la douleur doit devenir inquiétante, ils n'ont pas tous les bons repères. Et du coup, ça, voilà, comme je leur ai dit, vous avez quand même un rôle à jouer quand vous voyez un athlète une fois, 2 fois, 3 fois, et qu'il vous parle de sa gêne qui est toujours là. Bon, là, il est blessé. Et donc, après, il faut faire le relais au médecin si vous voulez pas faire le relais à l'entraîneur. Mais dites-vous que souvent, l'entraîneur n'est pas au courant. Donc, en fait, l'entraîneur, lui, il entraîne l'athlète comme si tout allait bien. Et voilà, c'est après, on arrive vite à la situation où il y a une blessure avérée et là, c'est arrêt. Donc, c'est un peu, pour moi, en ce moment, en tant que directrice de performance, c'est un vrai dilemme. Enfin, c'est un sujet, en tout cas. Louis, tu rebondis sur... Bon. Pardon, Ça a été bien brossé. C'est bon, pendant que tu évoquais cette problématique, Serge l'a posée aussi. Et je rejoins aussi la fin de l'intervention de Sébastien qui disait, alors lui, c'était pendant les formations DE, des GEPS, abordée, et elle est très peu abordée, cette problématique de l'entraîneur. Voilà. Et donc Serge mettait lui plutôt l'accent sur le fait dès que le jeune sportif s'engage vers une voie d'entraînement régulier, etc., évoquer, avant même que la blessure se passe, cette problématique de la blessure, problématique soit de la blessure accident dont tu parlais, mais aussi la blessure qui s'installe, etc. Et peut-être c'est nécessaire, et je pense que vous êtes d'accord avec ceci, d'évoquer ce problème dès le plus jeune âge, on va dire. Est-ce que vous avez des expériences? Non, je reviens à ce qui était juste avant. En fait, je crois que soit les jeunes ou les moins jeunes, on va dire, ou les élites ou les confirmés, c'est d'abord une culture de l'entraînement auquel il faut les éduquer, les amener et maintenir après le plus longtemps possible. C'est quand même à l'entraîneur le goût de l'effort, c'est pas le goût de l'effort, c'est l'obligation d'aller au-delà d'une certaine limite dans l'effort qui fait aussi que la perf peut toujours émerger, mais c'est pas en devenir fou, quoi. Il faut être capable de dépasser ces limites-là sans se mettre en danger. Donc, quand il y a une blessure, il y a un coup. Enfin, les sports de combat, par exemple, on parle du rugby, les sports de contact, mais pas que. Mais en tout cas, nous, il y a quand même régulièrement, il n'y a pas un entraînement où il n'y a pas un petit coup qui arrête un petit peu, mais on continue. On sait très bien que c'est pas grave, en fait. Et au fil du temps, on s'endurcit sur ces petits aspects-là. Mais après, une blessure, si elle y est, et qu'on compte une réelle blessure entre le coup et une réelle blessure, bon, on dit stop de suite, souffle un peu, dis-moi si ça va, mets-toi sur le côté, et on discute avec ça. Mais en tout cas, je pense le plus important, parce qu'on est souvent en élite, mais entraîneur et sélectionneur, et la sélection ou la perte de la sélection, ça, l'athlète, lui, il est capable d'aller dans des délires pour tout cacher et rien montrer, et puis finalement, peut-être faire péter la blessure plus fort que prévu, il n'ira pas de toute façon à l'événement. Donc la culture, à mon avis, dans la formation avec les jeunes et le maintenir après avec les élites, c'est de dire aux sportifs, la blessure, de toute façon, elle va y être sûrement sur le chemin. C'est très rare que ça n'arrive pas. Elle est plus ou moins grande, mais dans tous les cas, si elle est cachée, elle deviendra de plus en plus grande. Et au moment où il faudra être très bon, elle va certainement anéantir les chances de sélection et même de participation au championnat, quoi. Donc, les éduquer ou les former, et ça, c'est un climat de confiance, je reviens à ça aussi, avec le staff médical aussi. Si le staff médical, alors c'est vrai, le secret professionnel, il y est, mais quand on discute un petit peu et qu'on donne quelques alertes, ou qu'on croise régulièrement, on dit on la sent pas bien l'entraînement en ce moment. Est-ce que ça va sur les soins? Oui, rien, pas de. Et avec la tête également, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, que la tête n'ait pas peur de dire, je suis un peu blessé, je suis un peu diminué, de blessure ou fatigué ou autre, et qu'on se dise pas de souci, on va aménager la ligne, on la change, c'est que prévisionnel. Tu fais 2-3 entraînements de moins, ou tu vas faire des soins, et derrière on reprend le plan de route dans les meilleures conditions ou les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, qu'il n'ait pas peur de dire
qu'il a mal ou qu'il est blessé ou autre. Ça, c'est encore une fois, c'est de la relation et de la relation de confiance, quoi. Voilà. Et ouais, ça s'apprend en fait. C'est une compétence. Oui. En fait, ce qu'on observe souvent, c'est que c'est très facile de faire le warrior à rien écouter et foncer tête baissée. Mais c'est une force en fait de reconnaître ces petits moments où on est un peu moins bien et d'oser le dire et de s'ajuster parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour le long terme. Et ça s'apprend. Pour revenir sur ce que tu disais, Pierre, on a mis en place ces petits temps ici au Krebs. On avait fait une intervention, on avait appelé ça les piliers de la performance. On évoquait le sommeil, la nutrition, dimension mentale et prévention des blessures. Et on avait mis une question volontairement provocatrice au tout jeune du Krebs. C'était si je sens une petite gêne, quelle est ma première réaction? Et on avait mis des questions. C'est normal d'avoir mal, c'est ça d'être sportif de haut niveau. J'en parle que quand ça devient vraiment grave, etc. Et le message, c'était non, on en parle tout de suite. On essaye d'en parler le plus vite possible, on rentre dans une discussion et on verra après ensemble avec l'entraîneur, c'est un process commun. C'est pour ça que le message aussi à retenir, c'est que ça s'anticipe. Et dans la relation entraîneur-athlète, on a travaillé dessus cette année, est-ce qu'on est bien aligné sur les mêmes objectifs à court terme, à plus long terme? Souvent, les athlètes, ils sont de passage. Par exemple, dans un Krebs, on sait qu'on va les avoir peut-être 2-3 ans dans un pôle espoir, ils vont partir à Pôle France ou autre. On est à un moment donné, en tant qu'entraîneur, un interlocuteur dans la progression de ce jeune, mais on doit être dans la même vision. Donc, si on est bien raccord, en fait, on devrait, dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir le cas où l'athlète cache son problème, parce que c'est aussi le problème de l'entraîneur. Donc, si je masque mon problème, c'est que à un moment donné, je me dis pas si je partage cette info, on va en discuter et ça va bien se passer. Donc, c'est qu'il y a déjà peut-être une déconnexion. Donc, comment dans ce travail de la relation en amont, on peut créer ce climat favorable. Et après, quand il y a la situation qui se présente, on va éviter ces moments où on perd des semaines et où la blessure souvent elle va s'installer. Et après, le problème, c'est qu'elle est irréversible souvent, ou en tout cas plus dur de revenir à son meilleur niveau de santé et de performance. Donc, comment anticiper tout ça pour qu'on perde le moins de temps possible en fait. Et ça suppose de développer les compétences à la fois chez les sportifs et chez les entraîneurs. Et le fait d'introduire les soft skills en général et la question de la blessure dans la formation initiale, effectivement, c'est important. Il y avait d'autres questions. C'était Sébastien du rugby qui évoque des statistiques pour bien montrer que il y a des sports qui sont quand même plus ou moins exposés, notamment au choc, comme tu disais, en taekwondo ou en karaté. Mais là, au rugby, il dit qu'un joueur professionnel subit en moyenne 2 à 3 blessures par saison, nécessitant un arrêt. Sur une carrière de 10 ans, un joueur passe en moyenne 15 à 20% de son temps blessé, soit 2 ans cumulés. Donc, pour bien montrer que, dans certains sports, la blessure fait partie du quotidien, alors soit pendant le match, les coups, mais la blessure plus grave, puisque là, on voit que... Alors, c'est vrai qu'il y en a des activités qui sont moins touchées, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a dans tous les sports, il y a ces blessures plus ou moins récidivantes. Il y avait d'autres questions? Non, pas pour l'instant. C'est bon, ok. Moi, j'en avais une parce c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est quand même important. On a parlé de qu'est-ce qu'on faisait une fois que l'athlète est blessé. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il le soit? Donc, on était déjà là-dedans, mais on peut peut-être aller un peu plus largement là-dessus. Donc, sur le côté prévention des blessures, donc Simon, déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Puis vous rebondirez par rapport à ce que vous faites, vous. Oui. Comme on sait que les blessures sont multifactorielles, il y a plusieurs causes physiques, techniques, psychologiques. Par définition, la prévention, elle aussi, doit être multifactorielle et intégrer différents domaines et donc potentiellement différents acteurs ou actrices. Donc évidemment, sur le plan physique, la gestion de la charge d'entraînement, la technique. On prend le cas ici, il y avait une étude aussi en cours avec un no-kiné sur la technique de réception sur les sauts chez les volleyeurs, par exemple, où ils répètent un certain nombre de sauts suite au service, au contre, etc. Et ceux qui ont du mal à amortir leur saut correctement, fois le nombre de sauts qu'ils font dans la semaine, ça crée des tendinopathies au niveau du genou, etc. Donc, ça, évidemment, c'est des facteurs physiques, techniques à contrôler. Et après, il y a les facteurs psychologiques. Et là, on sait qu'un des facteurs que vous avez bien évoqué, c'est le stress en amont de la blessure. Donc, il y a le stress
physiques quand même liés à la charge d'entraînement qui se cumulent avec le stress psychologique lié à l'entraînement parce que pression de la sélection qui arrive, pression des échéances et aussi tout ce qui est extra-sportif. Double projet, j'ai mes études à côté, là on est à la période du bac, je vais déménager, je vais quitter mon foyer familial, etc. Tout ça, c'est autant de facteurs de stress et le corps, lui, va intégrer tout ça, il va pas se dire « Ah ok, là c'est le stress de ça, de ça ». Tout va être intégré à un moment donné, il va créer une situation un peu de surcharge qui peut amener après à la blessure, qu'elle soit traumatique, parce que là on a des mécanismes comme les déficits d'attention. Si je suis très stressé, je vais avoir un peu la tête ailleurs et je vais être moins réactif et une situation que d'habitude je vais bien gérer, je vais la rattraper, là, hop, j'ai une entorse, ou des blessures qui apparaissent progressivement parce que accumulation de stress. Donc il y a ce facteur-là sur lequel on va pouvoir agir. Donc au niveau de l'individu, de l'athlète, donc c'est de mettre en place des moments de coupure, des techniques de gestion du stress. Et il y en a plein qui existent, chacun doit trouver la sienne. Et après, il y a le rôle de l'entraîneur, encore une fois. C'est déjà dans la communication, déjà d'avoir l'information. Dans quelle phase est mon athlète ? Est-ce que c'est une phase très stressante sur le plan extrasportif, sans rentrer dans la vie privée de chacun, parce que c'est aussi dur de trouver la frontière, mais est-ce que là, je suis plus ou moins disponible à m'entraîner par rapport à ce qui se passe dans ma vie à côté, les relations, etc. Donc déjà d'avoir cette information et après faire preuve de flexibilité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai l'info que là, mon athlète, il rentre dans une phase, il prépare le bac, c'est peut-être pas là où je vais mettre la séance clé la plus dure de l'année. Peut-être qu'il faut être capable d'ajuster, de la décaler un petit peu, voilà, de faire preuve de flexibilité dans la planification, la charge d'entraînement pour éviter un maximum de blessures. C'est un sujet important parce que par rapport au stress, on est sensible finalement uniquement au stress aigu. Quand même, on a plutôt cette posture, on est habitué, on est dans des métiers où il y a du stress tout le temps. Bon, voilà, on a une tolérance comme ça à ces niveaux de stress. Donc, à part quand c'est très aigu, on n'est pas très réactif sur ce sujet-là. Alors que c'est un état de fond pour les blessures qui est très important. Alors, il y a une question juste, qui rebondit. Qui répond à vos questions. Donc, c'est Serge en athlétisme qui dit, puisque là, on est sur la prévention, il dit, lui, il utilise à travers des outils comme le tableau de bord qui permet, alors c'est sur le ressenti post-séance, est-ce que vous utilisez ce type d'informations dans vos activités ? Moi, je ne suis pas trop document de suivi parce que c'est toujours assez compliqué, c'est sur le ressenti, c'est subjectif, ils disent oui, ils disent non, on est un peu comme à la blessure, je dis ou je dis pas, quoi. Donc c'est plutôt sur, encore une fois, j'essaie d'être plus dans la relation de confiance et de dire, et surtout ce que nous on ressent en tant qu'entraîneur, aussi à l'extérieur, parce qu'on connaît aussi les athlètes, on est quand même très souvent avec eux, au quotidien, 2 fois par jour. Donc j'utilise pas trop ces outils-là, ils y sont, mais bon, moi j'y trouve pas trop d'intérêt. Ils ont sûrement un intérêt, mais moi j'y trouve pas pour l'instant en tout cas. Et je reviens plutôt sur comment on pourrait éviter, c'est la question je crois. Bon, le truc très basique, je sais pas, c'est tellement évident qu'il vaut peut-être mieux aussi le redire, hein. Les évidences sont toujours bonnes à dire. C'est la planification de la charge, de la progressivité, en tout cas de la charge de l'entraînement dans l'année. Et dans cette progressivité, alors il y a les calendriers internationaux qui sont un peu fous parfois, mais on n'est pas obligé d'être fou avec eux non plus, des fois. Et donc, enfin souvent même peut-être. Et donc, du coup, la progressivité de la charge d'entraînement, que ce soit dans la reprise d'une saison, que ce soit dans la reprise après blessure, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, d'y aller progressivement et d'être attentif à ça. Et que ce plan-là n'est que prévisionnel. Et j'accorde beaucoup de place à la flexibilité, évidemment, parce qu'on entend trop le plan de route, il est sur le tableau Excel, on le tient, et on le tient, quoi. Voilà, on le tient. Et on ne prend pas en compte, c'est-à-dire que si moi je suis capable de voir à 1 an, sur un plan prévisionnel, oui, sur un plan qui va se dérouler à la lettre, non. Et il y a trop souvent de ça aussi autour de nous. Je pense que la progressivité de l'entraînement, et c'est le rôle de l'entraîneur ou du staff, dire bon, on va y aller tranquillement, les étapes, la priorité c'est ici, c'est pas être bon partout. D'en parler avec les sportifs également, qu'ils partagent bien où ils vont, la direction, la vision en fait, de là où on va et comment on y va. Et après, évidemment, très basique aussi, mais on parle souvent de la récupération. Moi, j'ai toujours appris dans les formations, la récupération fait partie de l'entraînement. On ne la voit pas beaucoup, quoi. La récupération et la régénération, on est plutôt dans on n'a pas été bon, on va charger encore plus. On met l'entraînement de plus ou on rajoute, etc., etc. Donc, être extrêmement vigilant sur déjà nous, ce qu'on met en place, les entraîneurs. On est responsable quand même du plan. Après, le faire partager ou le partager avec les sportifs et le combiner tous les deux, enfin les deux parties. Et après, évidemment, être très à l'écoute, dire si cette semaine, tu as besoin de off total, tu es off total, c'est pas un problème.
Ou alors on diminue, on fait des entraînements de 30 minutes au lieu de 2 heures, etc., etc. Donc l'adaptation au fil du temps, c'est la flexibilité aussi qui doit exister et dominer même. Pour finir, Stéphanie, qu'est-ce que sur ce sujet? Oui, moi je rejoins tout ce qui a été dit. J'ajouterais aussi que le respect des intensités aussi à l'entraînement, c'est quelque chose voilà, qui peut. Les jeunes, ils ont toujours l'impression qu'ils doivent faire une démonstration à l'entraînement et puis ils en mettent trop. Donc, il faut que l'entraîneur soit vigilant à ça. Et puis, à l'échelle d'un calendrier, effectivement, l'entraîneur il doit être vigilant aux périodes d'examen, voilà, au cumul des stress. Je pense que ça, c'est aussi très important. Quand il y a des voyages pour aller sur des compétitions, même si c'est en voiture, hein, des fois, rien qu'en France, 8 heures de voiture, 16 heures de voiture aller-retour dans le week-end pour aller faire une compétition, c'est pas anodin. Donc ça aussi, mesurer l'impact que ça a sur l'athlète et puis lui faire comprendre parce que lui, il sait pas. Et enfin, l'autre aspect que je voulais évoquer, c'était donc il y avait la nutrition et le sommeil. Voilà, tout ce qui permet d'optimiser la récupération. Il y a souvent des cours à réviser, des choses à faire après les entraînements. Bon, ne pas hésiter à être un petit peu prescripteur de l'organisation du temps de l'athlète pour éviter qu'il y ait des petites dérives à ce niveau-là qui, à l'échelle d'une, c'est pas grand-chose, mais cumulé à l'échelle d'une saison, ça peut faire mal, quoi. Oui, absolument. Merci beaucoup. Voilà. On mettra quelques documents de la MRP, entre autres, sur ces questions-là, puisqu'il y avait eu pas mal de choses plutôt sur la prévention ou sur la prise en charge. Merci beaucoup pour votre participation. Et on se retrouve, je ne sais pas, en septembre peut-être, pour de nouveaux focus. Sûrement. Questionnaire de satisfaction. Ah oui, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît.